va vous présenter une machine à laquelle je tiens beaucoup. C'est une machine qui a été difficile à faire, mais qui est bien représentative de son époque. C'est une machine qui a été dessinée par Thomas Crompton. Elle a été construite par Jean-François Caille en 1852. Cette machine, c'était le TGV de l'époque. C'est la première fois qu'on a roulé à plus de 120 km/h sur rail avec une machine à vapeur. Cette machine a été d'abord affiliée au Paris-Strasbourg et après au PLM Paris-Lyon-Méditerranée. C'est une machine qui a eu une vie de plus de 50 ans. Et on l'a retrouvée à la fin dans des petites gares pour faire la manœuvre. Elle a participé aussi à de très beaux tournages, de très beaux films ont été faits avec cette machine. Il nous reste un modèle unique qui est au musée des chemins de fer à Mulhouse, qui est la 80, qui a servi pour faire le plan de cette machine. Ce plan est un plan français. Cette machine a une distribution Stephenson, c'est-à-dire deux excentriques qui vont assurer une marche avant et une marche arrière. Elle a été construite sous licence Crompton par Jean-François Caille, qui est né à Chefbouton, à côté de chez nous, et qui a été un des plus grands industriels de ces constructions mécaniques à son époque. Il n'y a pas de cabine, que les chauffeurs et les mécaniciens, sont en plein air. Donc ça devait être très dur par les temps de neige et de pluie et de grêle, et au froid l'hiver. Bon, elle est quand même équipée d'un Tinder assez moderne qui va permettre de stocker l'eau et le charbon. L'eau, on va la mettre dans les bâches à eau par ces orifices, et le charbon est ici. Elle était prévue pour faire des étapes de 200 km. Après 200 km, comme la machine était attribuée à une équipe, c'est-à-dire un chauffeur et un mécanicien, on arrêtait la machine, on arrêtait les hommes et on prenait une autre machine pour continuer sur une distance de Paris-Marseille par exemple. Cette machine était très régulière dans son service et on voit aussi la grande robustesse du châssis. C'est un châssis double. On a ici une partie extérieure et un double châssis intérieur. Et le cylindre est pris en sandwich entre les deux châssis et très bien fixé avec des boulons et des goujons et des écrous. Les essieux sont suspendus par des boîtes à essieux. Le Tinder est suspendu lui aussi. Là on ne voit pas parce qu'il est freiné. Voilà. On a une distribution Stephenson pour le changement de marche. On a une pompe alimentaire. Et maintenant, on va s'attacher à décrire les différents organes qui servent à assister la chaudière. Alors cette machine aussi, il faut dire que cette machine est toujours en 3,5, c'est-à-dire 3 pouces et demi, 89 d'écartement, le 16e de l'échelle 1, les soupapes à balance, ici, le niveau d'eau, le contrôle par des robinets du niveau d'eau, c'est-à-dire quand on ouvre ici le robinet du bas, s'il sort de la vapeur et qu'il ne sort plus d'eau, c'est temps de remettre de l'eau dans la chaudière. On a un robinet maxi, médium et mini. On a le régulateur, c'est l'appareil qui va permettre d'ouvrir, de mettre en communication la pression de la chaudière avec les cylindres. Voilà le régulateur. On a ici la commande du sifflet. On a les soupapes à bascule. Ça, c'est les ressorts qui vont permettre de tarer la pression de la chaudière, la pression maximum de la chaudière. Et on voit que les deux soupapes sont dessous. Hein. Ça, c'est uniquement pour récupérer la vapeur et la faire sortir à un jet continu. On a un petit manomètre ici. On a l'ouverture du foyer. C'est le fameux foyer Crompton, le foyer qui est étroit parce que la chaudière est encastrée à l'intérieur des deux châssis. Et c'était un petit peu le défaut de la machine, on n'a pas beaucoup de surface de grille. Ici, on a l'inverseur de marche. La cheminée est escamotable et en plus, elle est munie d'un petit appareil qui va permettre, pendant les temps de repos, de fermer la cheminée pour pas que la pluie puisse rentrer dans la boîte à fumer et l'oxyder. Et cette cheminée a deux poignées, c'est-à-dire que le mécanicien va pouvoir l'enlever pour passer dans vraiment des tunnels qui sont trop bas. C'était une grande cheminée, ça s'est plus fait après. On a eu des cheminées qui n'étaient pas plus grandes que ça, qui permettaient de passer. Mais cette cheminée étant très longue pour assurer un tirage plus puissant, on était obligé de l'escamoter. Maintenant, on va voir la boîte à fumer.
Alors c'est une boîte à fumée tout à fait classique, sans venturi, sans accélérateur pour créer une dépression dans cette boîte à fumée. Donc il fallait une cheminée assez longue pour quand même avoir un petit peu de tirage. On voit cette boîte à fumée, on voit bien qu'elle n'a pas de tirage artificiel par l'échappement. L'échappement arrive ici et s'en va directement dans la cheminée sans venturi. Les machines qui ont été construites plus tard ont créé une dépression dans la boîte à fumée pour appeler plus d'oxygène sur la grille et faire une carburation meilleure. Alors on voit ici quand même qu'il y a un tendeur droite-gauche qu'on n'avait pas sur la tige pour atteler les wagons, hein, en marche avant, en marche arrière. On a des tampons mobiles, bien entendu. On a ce système qui est assez archaïque d'éclairage. Ici, on a une pompe à eau. De l'autre côté, il y a la répétition. Donc, on a deux pompes à eau qui vont assurer, par l'intermédiaire du tender qui va envoyer de l'eau sur cette pompe. Et là, on va faire pénétrer de l'eau dans la chaudière par la chapelle d'introduction. Donc, l'eau va pouvoir être injectée que quand la machine roule. Si la machine ne roule pas, on ne peut pas injecter l'eau. Alors, donc, pour ça, on a un injecteur Giffard qui va compenser. Ici, on a les boîtes d'essieu coulissantes. On a les deux excentriques de la transmission de la distribution Stephenson. Et on voit bien que la coulisse Stephenson va mettre en face de la tige de tiroir l'un ou l'autre des excentriques. Et de ce fait, on va changer le sens de marche de la machine. Dans cette position, on voit très bien le double châssis qui prend en sandwich le cylindre avec ici les deux purgeurs de cylindre qui vont permettre de chasser l'eau de condensation quand le cylindre est froid. On voit le dessous des pompes à huile, on voit les roues qui sont taillées dans la masse et on voit le dispositif ici qui va piloter la coulisse de Stephenson, ici avec un contrepoids qui va permettre de régulariser le mouvement. Il y a deux contrepoids qui sont montés dessus. Alors que dire d'autre? Eh bien dire que cette machine, il y a un plan qui a été fait par un monsieur que je connais bien, et c'est une machine qui est très fidèle par rapport à celle qui est à Mulhouse. Il n'y a rien à dire au point de vue réalisation. Ici, on voit bien le système de freinage, on voit que les tampons sont encore des tampons en bois, puisqu'on est en 1852, et on voit bien le système avec des biellettes et tout, c'est assez compliqué, le système qui va permettre de faire freiner le tender. Voilà le système. Ici, on a une petite vis qui va tirer sur une petite équerre et qui va amener, voilà les patins sur le voile de roue. Là aussi, les roues ont été taillées dans la masse. Alors voilà le coffre. Alors le coffre avait plusieurs fonctions. D'abord, il y avait quelques outils pour le dépannage de la machine. Et ensuite, il y avait le casse-croûte du chauffeur et du mécanicien. Voilà, le petit coffre. Mais après, les coffres ont été mis ici. Dans les machines beaucoup plus modernes, il y avait une petite porte ici, ils mettaient leurs affaires ici. Ici, on va voir ces trois petits robinets. C'est curieux, mais c'est très utile. Ça va permettre de savoir exactement le niveau d'eau qui reste dans le tender. Si on ouvre ici et que ça coule, c'est qu'il est bien plein. Si on ouvre ici, on a la moitié, et si on ouvre ici, il n'y a presque plus rien. Voilà. Et quand il sort rien du tout ici, c'est qu'il est complètement vide. Hein. C'est la répétition de ce qu'il y a sur la chaudière. Oui, mais vous pouvez pas...